Donc, moi, je me présente, je m'appelle Philippe Prodhomme, je suis le directeur de l'IFSI et de l'IFAS de Saint-Lô. Oui, bonjour, Corinne Gouy, cadre formatrice à l'IFSI et aussi à l'IFAS. Alors, on va vous présenter un petit diaporama qu'on a fait pour essayer de vous présenter la formation. Donc, il s'agit bien de l'IFSI et de l'IFAS de l'hôpital de Saint-Lô. Saint-Lô, c'est la préfecture. Donc, on a un très bel hôpital qui date de juste après la reconstruction. Et très longtemps, l'IFSI et l'IFAS ont été situés dans cet hôpital. Vous nous entendez toujours? Oui. Oui. Alors, donc on va repartir de l'activité et de l'organisation des soins en général. Quand on est à l'hôpital ou qu'on est un acteur de soins, le centre, c'est le patient. Alors, qui va s'occuper du patient? D'abord, la famille. C'est le premier partenaire avec qui on va travailler. Et ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont intervenir auprès du médecin. Le médecin, son rôle à lui, c'est d'établir un diagnostic. Établir un diagnostic, c'est quoi? C'est à partir des signes que présente un malade, c'est de déterminer quelle est la maladie dont il souffre. Alors, pour faire ça, il va s'appuyer sur un examen clinique, sur des examens de laboratoire, sur des examens de radiologie. Et à ce moment-là, il va déterminer que, en ce moment, par exemple, vous avez le Covid, vous avez mal à la tête, vous toussez, le médecin va vous examiner et pour prouver que c'est le Covid, il va vous faire un test de PCR. Mettre un petit écouvillon dans le nez et envoyer ça au laboratoire. À partir du moment où il a déterminé un diagnostic, il va aussi proposer un traitement. Et là, le traitement, ce n'est pas lui qui va l'appliquer parce que le pauvre, il n'a pas que ça à faire, il serait débordé. Et donc, il va déléguer cette tâche-là à l'infirmière. En fait, l'infirmière, elle est là pour Prodiguer des soins et appliquer les prescriptions qu'a fait le médecin. C'est-à-dire que pour soigner la maladie, le malade a prescrit des médicaments, a prescrit de l'exercice, a prescrit de la kiné, a prescrit de la rééducation. Il a prescrit également pour faire le diagnostic des examens. Donc l'infirmière, elle est chargée d'appliquer les prescriptions du médecin. Ce n'est pas seulement une exécutante, elle est là aussi pour surveiller le malade. Et là, elle n'a pas besoin des instructions du médecin, ça fait partie de son travail. Et puis, elle est aussi chargée de veiller à tout ce qui est concours à la conservation de l'état de santé du malade. Vous, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Prenez une douche. Il faut que l'infirmière s'organise pour que le malade ait une hygiène corporelle satisfaisante. Vous prenez votre petit déjeuner. Et à ce moment-là, à l'hôpital, l'infirmière s'organise pour que le patient ait son petit déjeuner. Après, vous allez marcher, vous promener, on fait en sorte que vous ayez de l'exercice. Et puis, il y a tout ce qui concerne des choses plus intimes comme l'élimination. Si vous avez les deux jambes cassées, vous ne pouvez pas aller faire pipi tout seul, donc il faut qu'on vous aide. Donc l'infirmière, elle a cette mission-là. Et puis, lorsque l'état du patient le nécessite, il y a des choses qu'elle peut faire même sans prescription, parce que ça relève de l'urgence. Elle a besoin d'une prescription pour faire un massage cardiaque ou pour faire poser une perfusion à un malade qui est en arrêt cardiaque. Là aussi, l'infirmière, elle a beaucoup d'autres choses à faire et donc, elle va elle-même déléguer une partie des activités dont elle a responsabilité à l'infirmière. À l'aide-soignante. C'est pour ça que les aides-soignantes font les toilettes, parce que les infirmières n'ont pas forcément le temps de faire les toilettes. Elles délèguent les repas, par exemple. Elles vont se centrer plus sur les aspects médicamenteux, les pansements et la surveillance. Il y a un troisième acteur très important, c'est ce qu'on appelle l'agent des services hospitaliers. L'agent des services hospitaliers, lui, il est là pour assurer tout ce qui concerne la logistique et l'environnement du patient. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le ménage,
C'est lui qui va se charger d'aller chercher les repas, qui va distribuer les repas, qui va aller chercher les draps à la blanchisserie, qui va aller chercher les médicaments. Et donc, il a une part non négligeable dans la logistique. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle le cadre de santé, qui est la personne qui va coordonner toute l'activité des soins. OK, c'est clair pour tout le monde? Plus fort, on n'entend pas. Oui, on a dit oui. Alors, est-ce que Maxence a fait un... On n'a pas compris. On n'a pas compris. Oui, on a compris. Bon, c'est bon. Alors, il y a d'autres acteurs qui tournent autour du malade. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les manip radio. C'est d'autres professions. Hein. Le manip radio, c'est celui qui va vous faire votre radio lorsque vous allez dans le service de radiologie. L'orthophoniste, lorsque vous avez, par exemple, un AVC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un territoire du cerveau qui est détruit soit par une hémorragie, soit par un caillot, et vous ne pouvez plus parler. Et donc, il va falloir vous rééduquer à la parole, et à ce moment-là, c'est l'orthophoniste qui va vous aider. Si vous avez fait un AVC, vous avez certainement un côté qui est paralysé. Donc là, vous allez avoir le kiné qui va venir vous aider. L'ergothérapeute, lorsque vous serez sortante, elle va vérifier que à votre domicile, tout est en adéquation pour que vous puissiez rentrer, qu'il n'y ait pas de tapis partout. Si vous avez une jambe cassée et qu'il y a des tapis partout, vous imaginez les conséquences si vous vous promenez avec vos béquilles sur le tapis. Puis l'ergothérapeute, elle peut aussi aménager, je ne sais pas moi, les couverts d'un patient qui est paralysé, c'est tout ce qui concerne la vie. Le laborantin, lui, il va faire les examens laboratoires qui servent à faire le diagnostic. Et puis, si vous avez des problèmes sociaux, la science sociale va vous aider également. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les services supports. La cuisine, parce qu'il faut bien qu'un malade y mange. La pharmacie, parce que dans les services, il y a une pharmacie, mais il y a pas, on va se servir tous les jours à la pharmacie centrale. Maintenant, tous les services sont informatisés. Le dossier du patient est informatisé, donc l'informatique a pris une place de plus en plus importante. Il faut bien que vous ayez des draps et des pyjamas propres, donc il y a une blanchisserie. Et puis, il y a toutes les directions fonctionnelles, dont tout le monde pense qu'elles ne servent à rien, mais s'il n'y avait pas de direction, vous ne seriez pas payé. Ce qui fait qu'au total, dans un hôpital, il y a une centaine de métiers différents. Et donc, l'infirmière est quand même, je pense, la catégorie professionnelle la plus nombreuse. Un hôpital comme Saint-Lô, il y a à peu près 1200 personnes. Je pense qu'il y a à peu près 400 infirmières. D'accord? Celles qui suivent immédiatement, ce sont les aides-soignantes. Alors, si vous vous projetez, par exemple, dans un service de pédiatrie, là, à la place du médecin, vous aurez un pédiatre, toujours un cadre de santé. Là, vous aurez des infirmières puéricultrices. Ici, vous aurez des auxiliaires de puéricultrices et vous aurez des ASH. Si vous allez à la maternité, ici, vous aurez des obstétriciens, une cadre sage-femme, des infirmières, des soignantes et des ASH. OK? Donc ça, c'est reproduisible dans n'importe quel service. Mais bon, les infirmières ne travaillent pas seulement à l'hôpital. Alors, pour les enseignants, il y a un film qui est très bien fait sur le métier d'infirmière qui a été fait par le CEFIEC, c'est une association de formation d'infirmières. Vous allez sur le site du CEFIEC et vous tapez passion infirmière, vous verrez. Alors, je ne vous le passe pas parce qu'il dure 25 minutes, je crois, mais il est très très bien. Je vous le conseille. OK? Alors, où est situé l'IFSI et l'IFAS de Saint-Lô? Historiquement, l'IFSI était situé à l'hôpital Mémorial, mais l'hôpital était devenu trop petit, donc il a fallu qu'on trouve une solution pour aller ailleurs. Et comme une partie des locaux du lycée Corot étaient vides, il y a 5 ans, on est arrivé dans ces nouveaux locaux dans lesquels on occupe en gros 2 étages et demi. Donc, on partage la vie des BTS. Tous les gens qui n'ont pas le bac sont au lycée Curie qui est en face.
Et tous ceux qui font des études supérieures au bac sont au lycée Corot. Donc, vous ne croiserez que des adultes si vous venez au lycée Corot faire vos études. Alors, en fait, c'était une caserne par le passé, donc on voit bien dans l'architecture. Bon, nos locaux, ils sont classiques. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Une salle de cours, des salles de cours, des petites, des grandes, parce qu'il y a des moments où vous êtes en promotion entière, il y a des moments où vous travaillez en petits groupes. On a une petite cafette pour que les étudiants puissent manger, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour déjeuner. Soit vous déjeunez au réfectoire du lycée, soit vous déjeunez chez vous, soit au foyer des jeunes travailleurs qui appliquent le tarif Crous, soit vous amenez vos repas et il y a ce qu'il faut pour les réchauffer et il y a des tables et des chaises. Malheureusement, en ce moment, les locaux sont fermés à cause du Covid. Alors, plus spécifiquement pour la formation. Donc, on a un CDI qui est équipé d'ordinateurs. Et sur ces ordinateurs, vous avez accès à une multitude de revues professionnelles. Je crois qu'il y en a 120. Et vous pouvez consulter toutes les revues professionnelles. Il y a la revue de l'infirmière, la revue de l'anesthésie, il y a toutes les revues médicales qui comptent. Si vous êtes féru en anglais, vous avez accès aux grandes revues américaines. Il y a tout ce qu'il faut. En plus de ça, quand vous êtes étudiant infirmier, vous avez accès à la bibliothèque universitaire. Il y a une navette qui est organisée. Si vous avez besoin de bouquins, vous pouvez les commander, on vous expliquera. Et vous pouvez vous rendre sur place sur les bibliothèques universitaires pour avoir des ouvrages. Bon, ça concernera surtout la fin de votre formation, puisqu'à la fin de votre formation, vous devrez faire un mémoire. Alors, on a des salles de TP. En fait, on a reconstitué des chambres de malades et puis on fait des exercices. Ici, on voit des étudiants qui sont en train de faire de la réanimation cardio-respiratoire pour obtenir la GSU. Vous avez vu, elles ont le sourire, elles n'ont pas l'air malheureuses. On a ce qu'on appelle un laboratoire de simulation, c'est-à-dire que ici, on a un mannequin connecté, mannequin intelligent qui respire, on peut faire varier son rythme cardiaque, sa tension et tout ça. Et quelquefois, on fait appel à un acteur, c'est-à-dire qu'on va mettre des étudiants en situation. Par exemple, 2 étudiants arrivent, le malade est inanimé par terre, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous voyez qu'ici, il y a des caméras, il y a 4 caméras en tout, il y a des micros, et derrière une vitre sans teint, là, tout ça est filmé. Et les profs qui sont là peuvent vous donner des instructions. Et dans une pièce à côté, vous avez un groupe de 12 à 15 personnes qui observent ce qui se passe. L'exercice se poursuit et à la fin, on va débriefer ce qui s'est passé, voir ce qui a été bien fait, surtout c'est ça qui est important, et puis voir, alors on vérifie que les connaissances sont bien là, et puis on voit comment on pourra améliorer les choses. Ça, c'est la simulation. Malheureusement, en ce moment, on peut pas faire tout ça. Alors, la formation, je vais laisser la parole à... Alors, elle est accessible sur Parcoursup et par concours pour les aides-soignantes. Donc, la durée totale des études, c'est 3 ans, 6 semestres de 20 semaines. Et la formation théorique compte 2100 heures et la formation clinique, c'est-à-dire les stages, 2100 heures. Donc, c'est une formation où on est à la fois sur de la formation théorique, mais aussi sur de la formation gestuelle. Alors, en effet, la formation infirmière, hein, ce qui est intéressant, c'est que c'est une formation en alternance. Hein. Vous avez à la fois des cours et à la fois vous êtes en stage. Plus vous avancez dans la formation, moins vous avez de temps théorique, hein, puisque en fait, c'est en stage que vous allez quelque part appliquer les connaissances que vous avez eues à l'IFSI pour pouvoir prendre en charge vos patients en stage.
Donc là, on vous a donné un exemple de ce que nous, on appelle frise, hein, quelque part un calendrier hein, d'une année scolaire hein, qui part de septembre jusqu'à juillet. Et elle est construite de la manière suivante. Là, vous avez en haut tout ce qui est en bleu, un exemple de planification de périodes de cours et de périodes de stage pour les premières années, d'accord hein, avec, donc en première année, il faut vraiment asseoir les connaissances hein, au début, donner des bases. Donc en général, les étudiants en première année d'école d'infirmier sont 7 semaines à l'IFSI avant de démarrer un stage de 5 semaines. En général, c'est des périodes de stage de 5 semaines. Donc là, vous le voyez en première année. Ensuite, une fois qu'ils ont fini leur stage de 5 semaines, ils reviennent à l'IFSI pour un nouveau 4 semaines de cours. Et c'est à cette période-là où sont construites aussi des évaluations, hein, puisque vous aurez des évaluations, je vais en parler un petit peu plus tard. Et enfin, vous avez le droit quand même à des vacances. Hein. Donc, vous avez en général tous, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, 15 jours de vacances à Noël. Après, vous embrayez, donc si on reste toujours en première année, à nouveau des cours hein, pour 4 semaines. Et après, un gros stage de 5 semaines. Et un nouveau cours. Hein, c'est toujours l'alternance cours-stage et encore des vacances à Pâques. En général, hop là, pas tout de suite, Philippe, s'il vous plaît. Ouais. Et en général, vous êtes en vacances vers le 5 juillet. La deuxième année se situe à peu près de la même manière. Hein, vous voyez les périodes de cours en alternance avec des périodes de stage. Et on remarque bien à la construction de la planification de la ligne en bas qui correspond à la troisième année, où là, vous avez beaucoup plus de stages, hein, de grosses périodes de stage de 7 et 8 semaines, afin de vraiment construire votre professionnalisation. C'est bon. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, nous, pour la formation, hein, c'est vraiment vous professionnaliser. Hein, c'est une formation professionnalisante. Hein, en général, soit vous avez eu le bac ou le niveau bac, hein, d'accord hein. Donc, quelque part, c'est une école, mais vous n'êtes plus trop à l'école. Hein, on considère que vous êtes des adultes en formation et que vous devez acquérir à la fois des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être hein, afin d'avoir une posture professionnelle et surtout d'avoir des compétences pour prendre en charge vos patients hein, à l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, puisque vous avez des malades qui peuvent être aussi bien en établissement de santé qu'à prendre en charge à domicile. Hein, donc, il vous faut et à la fois des connaissances et à la fois apprendre à faire les soins aussi. Et puis surtout, ce qu'on appelle une posture de savoir-être, hein, puisqu'en fait, le cœur du métier de l'infirmière, hein, c'est le relationnel, hein, d'accord hein, et que sans relationnel, elle ne peut pas entretenir une relation avec son patient. Et pour ce faire, à l'IFSI, vous allez apprendre un petit peu tout ce qui est soins relationnels, hein, le savoir-être, hein, et puis tout ce qui est respect de la personne. Hein, qu'est-ce qu'on souhaite pour la personne? Qu'est-ce que souhaite la personne? Et pour éviter de prendre de mauvaises décisions, hein, quelque part, on se réunit en équipe hein, et tout ça pour travailler sur l'intérêt de la personne. On appelle ça de l'éthique. Hein. Bon, ça, vous reverrez ça. Hein, c'est très, très intéressant, mais c'est surtout en lien avec le respect de la personne et qu'est-ce que veut la personne, qu'est-ce que souhaite la personne. Voilà, vous allez apprendre tout ça. Pour illustrer ça de manière plus factuelle, lorsque vous faites des études générales au lycée, vous n'acquérez que des savoirs. Si vous faites un bac C, S, vous allez acquérir des savoirs. Vous n'apprenez à rien faire. Par contre, si vous faites un bac professionnel, vous allez, un bac pro menuisier, vous allez apprendre à faire une fenêtre, à faire une chaise, faire une charpente. Mais par contre, un morceau de bois, il n'a pas d'état d'âme, donc vous n'allez pas avoir de savoir-être. Donc, le savoir-être, c'est une dimension supplémentaire qu'on ne trouve pas dans tous les métiers et qui, chez nous, est essentielle. Alors, ce qu'on va essayer de développer, c'est les trois. Parce que quel est le plus important chez vous, d'après vous? Quel est le plus important? Par rapport au savoir-faire.
Par rapport à tout, qu'est-ce qui est le plus important dans les qualités d'une infirmière? De savoir manipuler. Oui, c'est important. C'est important, mais si vous tombez sur si vous êtes vraiment pas bien et que l'infirmière n'est pas aimable, ça va J'ai pas peut-être entendu. vous. Vous voyez? Alors souvent, c'est l'inverse que disent les étudiants. Ils disent c'est le relationnel. Sauf que le relationnel, c'est important, mais pas seulement. C'est-à-dire, moi, je pose toujours la question, qu'est-ce que vous préférez? Une infirmière aimable qui va vous piquer 5 fois ou une infirmière pas trop sympa qui va vous piquer du premier coup? Hein, ça dépend des circonstances. OK? Allez, la Avoir la suite. main légère, quoi. Ouais, il faut avoir un mix de tout. En fait, ce que veut dire Monsieur Prodhomme, c'est qu'en fait, il faut certes savoir manipuler la technique, mais c'est pas le plus fondamental, hein. Le fondamental, c'est vraiment comprendre quel est le problème de la personne, d'accord? Et pour comprendre le problème de la personne, eh ben, il faut savoir entrer en relation avec cette personne-là, savoir communiquer, savoir trouver les mots, d'accord? Et quelque part, entretenir une relation de confiance, voire une relation d'aide avec la personne. Et ça, on vous apprend tout ça pendant les 3 années, d'accord? Et ça, c'est primordial pour devenir infirmière, hein. Oui. Alors, pour ce faire, là, vous voyez la diapo suivante, là, on vous a un petit peu mis le nombre d'heures de cours magistraux, hein, qui correspond à 750 heures, hein, et de travaux dirigés. En fait, on vous fait faire beaucoup de mises en situation, hein, de travaux dirigés, et à la fois des mises en situation, mais aussi ce qu'on appelle, nous, des cas concrets, hein, d'analyse de situation qui ressemblent à des prises en charge à l'hôpital, hein, ou à domicile, et pour voir si vous avez bien tous les tenants et les aboutissants de la situation, si vous connaissez bien la pathologie, la prise en charge et comment vous pouvez faire pour prendre en charge cette personne qui a, je ne sais pas moi, un AVC, un infarctus du myocarde, etc. Et puis surtout, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle, nous, des travaux personnels guidés, hein, l'acronyme TPG, hein, 300 heures, hein, où là, c'est vous qui travaillez tout seul, mais en amont, on vous a donné des objectifs d'apprentissage et vous devez suivre ces objectifs pour répondre, pour y répondre. Donc, il faut savoir que ces 3 années, hein, qui sont très denses, puisque en fait, à côté de toutes ces heures, hein, qu'on vous planifie, vous avez ce qu'on entend 5100 heures de travail étudiant, hein, 5100 heures de travail personnel. Comprend dans ce travail personnel tout ce qui est révision, réalisation de fiches de révision, d'accord, hein, et puis de mémorisation, hein, tout simplement, hein, d'accord. Beaucoup, beaucoup de travail. D'accord. Alors, pour vous aider, depuis le référentiel de 2009, hein, les études d'infirmières ont un peu changé. On est relié à une plateforme universitaire. On travaille avec la plateforme universitaire Moodle de l'Université de Caen, avec le centre d'enseignement, le CEMU, d'accord, hein, qui a réalisé en fait toute une catégorie de cours sur une plateforme universitaire. Des cours, c'est vraiment une banque de données, hein, des documents en PDF ou des vidéos. Ces cours ont été réalisés par à la fois des groupes auteurs. Les groupes auteurs étaient composés et de médecins, de cadres formatrices ou formateurs et d'un universitaire. Et donc, tous ces cours sont en ligne, aussi bien pour la première, la deuxième ou la troisième année. D'accord, hein. Et vous avez des cours à la fois en psychologie, en psychiatrie, en pathologie, d'accord, en législation. Vous avez énormément de cours. Nous, on travaille avec ces cours. Vous pouvez y accéder, hein. Vous pouvez vous faire votre banque de données et on vous demande de vous approprier ces cours-là en amont. On vous fait des objectifs d'apprentissage et nous, après, en présentiel, quand vous êtes à l'IFSI, formateur, nous, on répond à vos questions. On vous questionne, voir si vous avez bien répondu aux objectifs d'apprentissage et on fait ce qu'on appelle des remédiations, hein, sur tous les cours de la FOAD.
Voilà comment se passent un petit peu les cours à l'IFSI. Hein. Ce ne sont plus des cours magistraux comme il y a quelques années. Hein. C'est un peu différent des cours, par exemple, au lycée. Hein. On n'est pas à vous lire un cours. Hein. On est plutôt à faire des échanges, d'accord, à questionner, à vous questionner et à rétablir ce qui est bon, bien et pas bien de ce que vous avez compris. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très dense, hein, les 3 années. Vous voyez que vous avez 15 semaines en première année. Alors, les années se décomposent en 6 semestres. Hein. Vous avez le semestre 1 et le semestre 2 pour la première année, semestre 3, semestre 4, deuxième année, semestre 5, semestre 6, troisième année. Il faut savoir que vous avez 35 heures de cours par semaine et 60 semaines de stage. Dans les 35 heures de cours par semaine, en amont, on vous a donné un planning, hein, et vous savez quel cours vous avez le lundi, le mardi, jusqu'au vendredi, d'accord? Chaque semaine change, chaque semaine est différente. Comment vous dire? On planifie des cours complètement différents toutes les semaines. Ce n'est pas un planning qui va être le même pour toute une année, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, en fait, dans les semestres, vous allez apprendre ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Ces unités d'enseignement, elles vont être donc sur la plateforme universitaire, hein, elles vont correspondre aux cours qui sont sur la plateforme universitaire. Vous avez plusieurs unités d'enseignement à acquérir au niveau connaissance. Et pour les évaluer, donc on va vous faire des évaluations face à ces unités d'enseignement. Et vous allez obtenir des notes, d'accord? Et ces notes vont vous permettre d'acquérir ce qu'on appelle des ECTS, des European Credit, bon c'est un terme en anglais, hein, mais ça correspond, ces ECTS, c'est comme à la fac, c'est comme à l'université. Hein. En fait, vous allez comptabiliser des points et pour en tout avoir à chaque fois, chaque année, 60 points, 60 ECTS. Parce qu'à la fin des 3 années d'études, il faut que vous ayez 180 ECTS pour être diplômé infirmier, infirmière, d'accord? Par contre, il est possible des fois que vous ratiez des évaluations. Vous avez la possibilité d'avoir des revalidations, hein, de passer en 2e, 3e session, d'accord? Par contre, il vous faut un minimum de crédits européens pour passer d'une année à l'autre. C'est-à-dire que de la première année, pour passer à la 2e année, de toute façon, toutes les années, c'est comme ça, il vous faut 48 ECTS sur 60. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un minimum de 48 ECTS sur 60, il vous en reste 12 qu'il faut que vous rattrapiez l'année d'après. Ça ne vous empêche pas de passer en 2e année, mais en 2e année, vous aurez à la fois vos cours de 2e année, vos évaluations de 2e année et rattraper les validations de première année. Et ainsi de suite pour la 3e année. Par contre, vous ne pouvez pas passer en 3e année si, par exemple, vous n'avez pas réussi des évaluations de première année. Ça vous bloque, d'accord? Bon, ça, on vous en reparlera en détail. Hein, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des fois des accidents hein, où vous n'avez pas réussi une évaluation. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sessions de rattrapage. Pour autant, je vous conseille de travailler régulièrement. Alors, la formation clinique, l'IFSI de Saint-Lô, hein, l'IFSI l'IFAS de Saint-Lô travaille en partenariat surtout avec l'hôpital de Saint-Lô, mais également avec l'hôpital de Coutances, puisqu'on est un groupement hospitalier territorial, hein, le GHT, et puis aussi avec l'hôpital de Carentan, et également tous les EHPAD qui gravitent autour de la région. Puisque, en fait, et la psychiatrie, j'ai oublié, hein, la Fondation du Bon Sauveur, hein, qui est un hôpital psychiatrique. Et dans tous ces établissements, vous pouvez faire des stages. Nous, on est en partenariat avec tous ces établissements. Et il faut savoir que vous, en tant qu'étudiant infirmier, vous êtes dans l'obligation d'avoir 4 types de stages au moins dans chaque spécialité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que vous alliez en service de courte durée, exemple un service de chirurgie ou un service de médecine,
qu'il faut que vous alliez au moins une fois en service de santé mentale, d'accord, en psychiatrie. Et puis, une fois en service de long séjour, hein, donc tout ce qui est EHPAD médicalisé. Et puis, ce qu'on appelle les lieux de vie. D'accord? Alors, les lieux de vie, ça peut être à domicile, ça peut être les services de soins à domicile, les SIAD, où là, vous n'avez que des équipes aides-soignants qui viennent prendre en charge les patients. Vous, en première année, vous pouvez avoir des stages en SIAD. Et les lieux de vie aussi, ça concerne les EHPAD. Donc, vous êtes dans l'obligation de passer dans toutes ces spécialités-là. Et après, que ce soit en première, deuxième, troisième année, vous refaites des stages dans ces spécialités-là. Ça va toujours? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, non, vous expliquez bien, donc tout est net. N'hésitez pas à nous arrêter si vous avez des questions, hein. D'accord. Je vous laisse la rémunération. Alors, lorsque vous êtes en stage, vous êtes payé. Alors, c'est pas un super, C'est pas mirobolant, ouais. c'est pas un super salaire, mais bon, c'est mieux que rien. Ça vient d'augmenter un petit peu là. Et donc, en première année, vous avez 36 € par semaine. Donc, vous calculez 5 fois 36, ça fait 180 € pour un stage de 5 semaines. Et ça fait 300 € en troisième année. Donc, multiplié par le nombre d'années. Et puis, alors, si on vous envoie en stage en dehors de Saint-Lô, on vous rembourse les frais qui ont été induits par votre déplacement. En gros, si vous avez fait un stage de 5 semaines à Coutances, vous touchez 400 €. Si vous allez à Caen, par exemple, ça va coûter beaucoup plus cher, ça va vous rapporter beaucoup plus cher. Mais par la force des choses, vous aurez dépensé plus d'essence. Donc, il faut savoir qu'il est indispensable que vous ayez le permis ou que vous le passiez dans la fin de l'année où vous êtes entré à l'IFSI, hein, parce qu'après, sinon, vous allez être embêté pour vous rendre dans vos services où vous êtes en stage si c'est à l'extérieur de Saint-Lô, hein. Il vous faut une voiture, hein, ça c'est indispensable. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quasiment indispensable parce que autrement, on ne pourrait pas faire tous les stages que peuvent faire les autres. Donc, si vous avez l'âge, essayez déjà de vous y prendre pour l'obtenir, le permis. Et puis, dans la première année de formation… On peut encore, la première année, un petit peu trouver des stages où vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc, les 6 premiers mois encore, on essaie de vous aider, mais après, à vous mettre en stage sur le lieu même, pas loin de l'IFSI, mais après, il faut vraiment une voiture, hein, ou des moyens de transport en tout cas. Alors, Madame Gouy vous a parlé des ECTS, hein. On est partenaire avec l'université puisqu'on travaille avec la plateforme universitaire. Elle vous a dit qu'il y avait des unités d'enseignement. Alors là, il y a une expérimentation qui va se mettre en place très certainement en septembre. Et à l'issue, la promotion qui va entrer en septembre, a priori, sortira à la fois avec un diplôme d'État et une licence en santé. Quel est l'intérêt d'avoir une licence en santé? C'est que derrière, si les étudiants veulent continuer leurs études, ils auront une licence et ils pourront s'inscrire dans un master. Et puis, il y a toutes les écoles paramédicales vont avoir des cours communs, ce qui fait qu'à l'avenir, il y aura certainement des passerelles entre les formations d'infirmières, la formation de kiné, la formation d'orthophoniste et tout ça. Il y aura des contenus communs. Parce que là, actuellement, les étudiants qui sont diplômés sortent avec un grade licence. Ça ne leur permet pas forcément de s'inscrire après dans un master ou continuer leurs études, hein. Il faut qu'ils aient des prérequis ou une VAE. Donc, ça sera une expérimentation régionale, hein. C'est-à-dire que ça va se faire comme ça que dans l'Académie Caen. À Rouen, ils font autrement. Il va y avoir juste une classe qui va être à la fois licenciée et diplômée. L'avantage en Basse-Normandie, c'est que où vous alliez, vous aurez à la fois le diplôme d'État et la licence. Il me semble que c'est un intérêt. C'est pas mal, ouais. Donc là, on vous a remis un petit peu le diplôme d'État. Il vous faut vraiment 180 ECTS pour être diplômé. Et en fait, ça correspond à acquérir 10 compétences, puisque maintenant, on parle en compétences aussi. Quand vous allez aller en stage, vous allez avoir un rapport de stage.
et avec des compétences. Et c'est les professionnels qui vous encadrent en stage qui vont remplir votre feuille de stage. Et c'est ça qui va faire que vous allez acquérir vos compétences. Nous, on rentre tout dans un logiciel et on voit si vous allez acquérir vos compétences sur les 3 ans. Alors, pour accéder aux études, je suppose que tous ceux qui sont là, c'est ce qui les concerne. Désormais, on s'inscrit sur Parcoursup. Les personnes qui voudraient se reconvertir, il y a une autre filière pour rentrer. Et elles ont une filière à part. Et puis, il y a les aides-soignantes, par exemple, qui veulent faire de la promotion professionnelle, avancer dans leur carrière. C'est la même filière que celles qui veulent être en promotion professionnelle. Alors, le processus Parcoursup, je suppose que vous avez été informé. Donc là, normalement, l'ouverture des vœux, ça va commencer en janvier jusqu'au 11 mars inclus. Du 12 mars au 8 avril, il y aura une confirmation des vœux. Et puis, la phase d'émission va commencer au mois de mai. Alors, vous allez voir que pour faire des études d'infirmière, on fonctionne en région, en subdivision. Si vous voulez faire vos études en Normandie, vous allez vous inscrire sur la subdivision caennaise. Et après, à l'intérieur de la subdivision caennaise, vous aurez la possibilité de cocher tous les IFSI dans lesquels vous souhaitez aller. Alors, si vous n'avez pas de choix, bien arrêté, vous pouvez tous les cocher. Si vous ne souhaitez pas aller à tel ou tel endroit, vous ne cochez que celles dans lesquelles vous souhaitez aller. C'est clair? Oui. Et alors, une fois que vous avez déposé vos vœux, vos dossiers vont être analysés. Et je vous ai mis quand même la feuille qui a servi l'année dernière, les feuilles qui ont servi l'année dernière pour évaluer les dossiers. Vous allez voir que le premier critère, c'est la qualité du parcours scolaire. Donc, on va aller chercher ces éléments-là dans votre dossier scolaire, mais on va aller chercher ça aussi vous allez voir, vous avez un petit projet à rédiger. Si il est dit que vous avez eu 18 en français au bac et que dans votre lettre, dans votre projet, il y a une faute d'orthographe tous les mots, on ne va pas mettre le maximum à la maîtrise du français. Donc là, c'est important, votre dossier scolaire est important, et pour les profs, il est important de bien remplir les dossiers scolaires parce que ça aide les étudiants ensuite. Il y a des dossiers dans lesquels on n'a rien. Oui, ou alors être objectif aussi. Oui. Et voilà, donc si les profs veulent aider leurs élèves, il faut que toujours les valoriser. Les bulletins de notes soient… Des plus et des moins, quoi. Quand on a des bulletins de notes, on voit bien ou passable ou rien, c'est compliqué. Parce que nous, on ne prend pas en compte les notes, on ne prend que les appréciations des professeurs et du proviseur. Et force est de constater que des fois, il y a des bons dossiers, entre guillemets, parce que les résultats sont corrects, mais nous, on ne les voit pas. Mais comme l'appréciation n'est pas bonne, ça donne des points en moins et ces candidats sont écartés alors que peut-être ils étaient aptes à suivre la formation. C'est compliqué. Hein. Alors, il y a un deuxième critère qui est la motivation pour la formation. Donc ça, c'est dans votre projet et puis les compétences rédactionnelles. Donc, le projet qu'on vous demande de faire dans Parcoursup, là, soyez très attentifs, il compte énormément. Compte énormément. Essayez d'être un petit peu original parce qu'autrement, on lit tout le temps la même chose. Si vous avez, par exemple, le candidat a réalisé une démarche d'orientation active, porte ouverte, salon d'étudiants, tout ça, vous le notez. Là, aujourd'hui, vous assistez, il faut le noter. Vous avez assisté au rendez-vous du supérieur, il faut le noter, c'est un bonus pour vous. Tout comme l'appréciation du proviseur est aussi très importante.
puisqu'elle va nous permettre de déterminer si vous êtes capable de réussir dans la formation. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est les qualités humaines, les capacités relationnelles, le savoir-être. Si vous êtes quelqu'un qui pose des problèmes relationnels, de communication, qui est violent, qui n'est pas respectueux des autres, c'est pas la meilleure c'est pas forcément la profession qu'il faut choisir. Donc, on va aller chercher dans vos bulletins aussi, et puis même dans votre courrier, si vous avez des qualités qui correspondent à celles qui sont nécessaires pour être infirmière. Si vous êtes engagé... Allô? Si vous êtes engagé dans une association, si vous faites du bénévolat, notez tout ça dans Parcoursup. Plus il y aura d'informations, plus vous risquez d'avancer. OK? D'accord. Il faut avoir le bac. Je rappelle dans un quart d'heure. Chez nous, on a 60 places, mais alors là, il y a des discussions aussi en ce moment au niveau de la région, parce que peut-être que les quotas vont augmenter, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Et donc, peut-être que les places vont augmenter un petit peu partout dans la région. Il faut avoir 17 ans plus tard, le 31 décembre 2021. Oui, c'est une coquille. Alors, quel bac? Ben, ce n'est pas seulement pour les bacs scientifiques. Hein. On a toutes les sections. On a des bacs S, on a des bacs L, on a des bacs ES, on a des bacs Pro. Et ST2S, on en a pas mal hein, aussi. Ouais. Les bacs S seront avantagés dans les matières scientifiques, les bacs L seront avantagés dans les matières comme la socio et des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de profil type, quoi. Il faut avoir des connaissances du vivant et puis des capacités d'analyse. Donc, tout le monde peut suivre la formation. OK? Le tout est de travailler. Hein. Quel profil pour les étudiants? Alors, vous allez dire, il n'y en a pas qui va réunir tout ça. Mais en gros, il faut qu'ils soient travailleurs, parce que c'est une formation qui demande beaucoup de travail. Il faut être ouvert d'esprit. Si on est quelqu'un qui n'a pas d'ouverture d'esprit, on va être confronté à des situations qui ont posé problème. Il faut être capable de réfléchir sur l'éthique. Il faut avoir l'esprit d'équipe parce que le travail d'infirmière, c'est un travail d'équipe. Il faut être curieux parce que non seulement pendant sa formation, il faut avoir notre curiosité intellectuelle, il faut aller chercher vous-même un certain nombre de choses, mais aussi après dans sa carrière, il va falloir évoluer parce que les traitements d'aujourd'hui, ce n'est pas les traitements qu'il y avait il y a 40 ans. Hein. Donc, il faut en permanence se remettre en question. Il faut avoir le sens de l'observation. Il faut être disponible. Alors là, vous voyez en permanence les reportages à l'hôpital. On est le soir de Noël, il y en a 4 dans le service qui sont malades. Il faut s'occuper il faut trouver une remplaçante. Et ben, il n'est pas rare qu'on vous appelle pour venir bosser, quand bien même vous auriez prévu de faire le réveillon. Alors, les gens le supportent de moins en moins, mais c'est quand même la réalité de la vie professionnelle. Il faut être motivé, il faut avoir des capacités d'analyse et de réflexion. Les débouchés, alors on peut travailler, il y a plein de débouchés. On peut travailler dans un centre hospitalier, on peut travailler dans un hôpital psychiatrique, on peut travailler en clinique, on peut être infirmière scolaire, on peut être infirmière en libéral, dans une entreprise, en milieu carcéral. Il y en a qui travaillent dans des entreprises commerciales aussi. Il y a des infirmières qui font de la vente et qui font de la démonstration de matériel. De matériel médical, oui. On peut avoir des spécialités, c'est-à-dire qu'on peut devenir infirmière de bloc opératoire, on peut devenir infirmière anesthésiste ou infirmière puéricultrice.
Et puis aussi, on peut devenir cadre de santé, c'est-à-dire qu'on va faire une formation à l'école des cadres et là, on va devenir responsable d'une équipe. Et puis dans un hôpital, si on acquiert encore, l'ascenseur social fonctionne, on peut devenir cadre supérieur de santé et à ce moment-là, on va chapeauter plusieurs services. Et puis si on continue encore, on va faire l'École nationale de la santé à Rennes et on va pouvoir devenir directeur des soins, c'est-à-dire qu'on va être responsable de l'ensemble des soignants d'un hôpital ou directeur d'un IFSI ou d'un IFAS. OK ? Est-ce on pourrait se diriger vers la maternité? Une infirmière travaille en maternité comme elle travaille en chirurgie ou en médecine. Il n'y a pas de spécialité pour la travailler en maternité. D'accord. Alors, il y a les jeunes qui rentrent à l'IFSI, il y en a à l'entrée 60% qui veulent travailler avec les enfants. Il n'y en a pas beaucoup en maternité, hein, quand même. C'est beaucoup les sages-femmes, hein, qui travaillent en maternité. Mais souvent, les jeunes veulent travailler auprès des enfants. Ça, c'est à l'entrée. Une fois qu'ils ont fait leur formation, il y en a beaucoup moins. C'est du domaine de l'unité. Parce qu'en fait, ce à quoi pensent les jeunes avant d'avoir fait leur formation, c'est aux enfants qui sont en bonne santé. Et soigner un enfant malade, ce n'est pas la même chose que s'occuper d'un enfant en bonne santé. Alors, infirmier en crèche, effectivement, on s'occupe d'enfants qui sont en bonne santé, mais le travail en pédiatrie peut montrer d'autres difficultés, parce que vous savez, les décès d'enfants d'une leucémie, ce n'est pas gai du tout. Je vous ai mis ce schéma parce que ça montre qu'il y a 48% des infirmières à l'heure actuelle qui ont 45 ans et plus. Donc, ça veut dire qu'il y a du boulot. Donc, ils sont en train d'augmenter les quotas parce qu'on cherche des infirmières à tout cas. Plus personne ne veut faire ce métier-là parce qu'il faut travailler le week-end, il faut travailler la nuit. Et donc, ça fait partie des éléments qui peuvent vous conduire à choisir une profession, c'est le débouché. Et là, il n'y a aucun souci. Donc, les passerelles, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le coût de la formation, il y a juste l'inscription universitaire qui coûte 170 € pour l'année, sauf pour les boursiers. Il y a ce qu'on appelle la CVEC, qui est la contribution à la vie étudiante, qui permet en plus d'avoir accès à des tarifs, d'avoir accès au sport universitaire, d'avoir accès à la médecine du travail et la bibliothèque universitaire. C'est nouveau, les uniformes sont désormais fournis par l'hôpital de Saint-Lô, donc vous n'avez pas besoin de les acheter. Et en termes d'investissement pour les bouquins et tout ça, on vous demande 2 bouquins, je crois, à l'entrée. C'est tout. Oui. Voilà, donc en termes d'équipement, en dehors du logement, pour les études uniquement, ça ne nécessite pas d'investissement majeur. Des bonnes chaussures pour les stages ou des tennis fermés, être bien confortable. Alors, souvent, on me pose la question des salaires. Donc, dans la fonction publique, les salaires sont classés en échelon. Et une infirmière qui débute, elle débute à un salaire brut de 1 977 €. Ça fait 1 800, quoi. Et il faut rajouter, par exemple, les primes qu'elles ont lorsqu'elles font des nuits ou qu'elles travaillent le week-end. Donc, en fin de carrière, en début de carrière 1977, en fin de carrière 2009. Bon, c'est pas énorme, mais je dis, c'est un travail passionnant. Les informations, vous les aurez sur le site de l'hôpital mémorial. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Oui. Et vous verrez en bas à droite, là, il y a une fenêtre formation et vous trouverez toutes les... Oui. Et alors, sur ce site, vous verrez qu'il y a un petit film sur la présentation de l'école d'aide-soignante qu'on avait fait l'année dernière. On voulait faire la même chose avec l'IFSI, mais on s'est dit que
alors déjà, les étudiants ne sont pas là parce qu'on est comme une université. On fait les cours à distance, là, actuellement, en visio. Ouais. Donc, je n'ai pas les cours, on ne peut pas les filmer. Mm. Et puis, avec les masques, ça n'aurait pas été terrible. Mais si vous voulez avoir une idée plus précise de à quoi ressemble l'IFSI et l'IFAS, vous pouvez aller regarder le petit film qui est sur le site de l'hôpital. Sur le site de l'hôpital. Vous allez dans le centre de formation et vous pourrez le regarder. OK? D'accord. D'accord. Vous pourrez également avoir des informations sur le site parcoursmétier.normandie.fr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bah, non, tout était précisé et clair. Donc, Non, merci. Mortagne, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, c'est on a bon. tout compris. non, merci, c'est bon. Ok. Alors, vous allez venir à Saint-Lô? Oui, il y a de bonnes chances, on aimerait bien. Pourquoi pas? Alors, j'ai oublié de préciser parce que vous, la logique voudrait que vous alliez plutôt vers Granville. Mais le problème de Granville, c'est qu'eux, C'est des rentrées de février. Alors, soit vous avez le temps et vous allez sur Granville, soit vous êtes plus pressé et à ce moment-là, vous allez sur les IFSI qui font des rentrées en février. En septembre. OK. Eh bien, Madame Grosbost, des questions? Non. Eh ben, Non. Là, on est toutes du même établissement, là. OK. Eh bien, bonne journée à On vous. vous souhaite une bonne journée. Puis, Merci beaucoup. voilà, vous serez bien accueillis si vous venez. On s'occupera de vous. Et travaillez bien votre dossier Parcoursup. Voilà, bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.